Donc bonjour à toutes et à tous, merci et bienvenue donc pour ce nouveau Meetup Azure Nantes et pour la première fois en digital. Alors vous n'êtes peut-être pas de Nantes du fait de cette digitalisation, mais soyez rassurés, vous êtes bien évidemment acceptés et les bienvenus parmi nous aujourd'hui. La session du jour est dédiée au service cognitif d'Azure est disponible sur notre plateforme et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui un retour d'expérience de l'entité SNCF Gare et Connexion sur leur utilisation de ces services et l'implémentation de ces API dans leur infra. Je m'appelle Audran Cochard, je suis responsable du Microsoft Experience Lab de Nantes. Il est probable que certains d'entre vous soient déjà venus au lab, mais pour les autres, je vais en dire quelques mots. Hop, je vais passer les slides. Donc, vous le savez, Microsoft a, on va dire, une vocation première qui est de permettre aux organisations et aux individus, on va dire, de libérer leur potentiel, libérer leur créativité grâce à un ensemble de solutions dédiées, que ce soit au niveau hardware avec Surface, au niveau software avec notamment Office 365, au niveau collaboratif avec Teams comme aujourd'hui, au niveau métier avec Dynamics et bien sûr au niveau cloud avec Azure. Ces différentes solutions, elles sont destinées donc à tout type de structure, de la start-up aux grandes entreprises, en passant par les collectivités, les institutions, les écoles, etc. Et ces structures, elles sont présentes sur tout notre territoire. C'est pourquoi Microsoft a lancé depuis un peu plus d'1 an maintenant l'ouverture des Microsoft Experience Lab avec un fort ancrage local et surtout un accompagnement des filières d'excellence régionale. Ces différents Microsoft Labs, ils ont un objectif principal qui est d'accompagner le déploiement et l'adoption des nouvelles technologies, on va dire au sens large, à travers des conférences, des workshops, des meet-ups comme aujourd'hui, des démonstrations produits, mais aussi des rendez-vous clients dédiés afin de présenter le champ des possibles grâce aux solutions Microsoft et surtout grâce à nos partenaires. Cet accompagnement technologique de nos territoires, il se complète aussi d'un accompagnement un peu plus humain, un peu plus engagé, notamment en matière d'égalité des chances, avec la création des écoles IA Microsoft. Vous en avez peut-être entendu parler. Celle de Nantes a ouvert au mois de novembre dernier et elle est en partenariat avec notre partenaire, donc Simplon, sur la partie académique. Ce programme, en fait, c'est un programme de formation qui est unique, inclusif et qui est consacré au métier de l'intelligence artificielle, même pour des gens qui n'ont pas forcément un background très technique derrière, et donc il n'est pas réservé à une élite pour accéder à ces formations-là. Depuis 1 an maintenant, nous avons ouvert donc 3 Microsoft Experience Lab à Nantes, en tout premier lieu. Bordeaux a suivi derrière, et puis on va dire un peu anonymement pendant le Covid, le lab de Toulouse, donc vous pourrez nous retrouver à la rentrée sur ces 3 labs. D'autres arriveront par la suite, notamment éventuellement Lyon, Marseille et dans d'autres métropoles. Un dernier point sur le contexte actuel, donc les précautions qui s'imposent nous ont amené à digitaliser nos événements, notamment comme ce meet-up aujourd'hui. Si à l'issue de celui-ci, vous souhaitez creuser le sujet abordé avec les différents intervenants, avec moi, avec Ludovic et les autres, vous pouvez nous ajouter sur LinkedIn, vous pouvez envoyer un mail à mslab44@microsoft.com si vous souhaitez contacter le lab. Et puis, on vous espère vous accueillir à nouveau dans les labs à la rentrée. D'ici là, il est temps pour moi de laisser la main à mes collègues qui présenteront la journée et en tout premier lieu à Ludovic Duhaut qui est coordinateur de ces meet-up Azure Nantes. Et donc, la prochaine fois, ce sera, je l'espère, en physique avec des bières, des pizzas comme d'habitude, des sourires et des sujets très intéressants. Ludovic, c'est à toi. Merci Audran pour cette introduction. Donc du coup, je vais vous partager. Hop là. Je pense que ça va être OK, Audran, tu me confirmes, mais il n'y a pas de souci. Donc bienvenue à tous. Je suis convaincu que parmi nous, nous avons des personnes qui ont connu le Microsoft Lab. Effectivement, c'est la première version en fait en ligne via Teams. Le meet-up du coup, meet-up Azure Nantes, dont je suis l'organisateur, on vient de passer la barre des 260 membres, donc c'est vrai, ça continue d'augmenter, ça continue de grandir. Donc je suis ravi, et puis on s'étend, c'est-à-dire qu'aujourd'hui
Il n'y a pas que le 44 qui répond présent, donc c'est plutôt sympa. Donc ça veut dire aussi que les sujets présentés sont intéressants. Et donc du coup, je remercie tous les ex-speakers et les speakers d'aujourd'hui pour leur sujet. J'en profite pour vous inviter à partager vos sujets si vous en avez également. Alors quand je dis sujet, ça peut être des rex, ça peut être des best practices, ça peut être des nouveautés. N'hésitez pas. Il n'y a pas vraiment de limite. À partir du moment où on parle Azure et qu'on a envie de partager avec la communauté nantaise et au-delà, il n'y a pas de souci. Le but, c'est vraiment de rayonner. On va enregistrer aujourd'hui l'événement. Il y a la chaîne YouTube qui est sortie sur laquelle je remets les nouveaux événements. On va vous partager également les slides. Donc, pas besoin de faire de copie d'écran pendant le meet-up. Vous affolez pas, je vous fournirai les slides. Dans les slides, vous avez les coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez quoi que ce soit en termes d'événements. Il n'y a pas de souci. Donc moi je me présente, donc je suis Ludovic Douot, donc moi je suis consultant en tant qu'architecte technique à Devoteam. Donc Devoteam qui est en fait une ESN qui est un partenaire majeur des leaders du cloud, dont Microsoft Azure. Et notre but c'est vraiment d'accompagner toutes les entreprises dans la transformation digitale qu'on vit actuellement. En les aidant en fait justement à adopter toutes les plateformes qui se proposent à nous, notamment Microsoft Azure pour la partie cloud et M365 pour la partie Modern Workplace. Donc du coup, effectivement, Azure m'a amené à vouloir être un peu plus acteur sur la place nantaise. Donc du coup, j'ai créé le Meetup Azure Nantes, donc organisateur également de ce Meetup-là depuis un peu plus d'1 an maintenant. Donc ça monte correctement. Prochaine date fin septembre, donc je suis déjà à la recherche de speakers, donc je rejoins ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter pour échanger sur quelques sujets que ce soit côté Devoteam ou côté Meetup. Je vais juste remercier tout d'abord nos 3 grands speakers, donc Enguerrand, Arnaud et Loïc, qui sont en fait respectivement 3 personnes qui travaillent actuellement à Gare et Connexion SNCF et qui travaillent justement sur le sujet en lien avec la machine learning, les cognitive services, et le speech to text qu'on va voir aujourd'hui en tant que Rex. Donc merci à eux, merci à Enguerrand pour la mise en contact, et puis merci à Arnaud, à Loïc d'avoir répondu présent et d'avoir voulu être moteur. C'est vraiment sympa, donc merci encore à vous. Et puis on ne serait pas tous autour de chacun sa table et chacun des micros et autour de Teams si Audran n'avait pas encore une fois répondu présent au nom de Microsoft, justement pour nous permettre justement d'échanger et de nous faciliter la vie encore une fois, et Microsoft a répondu présent, donc c'est vraiment super sympa. Donc merci à vous. Je reprendrai la main à la fin. Je vous propose pendant la session de conserver vos micros fermés. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On les relaiera. À la fin, pendant la session de questions, on rouvrira les micros et ce sera beaucoup plus sympa, beaucoup plus humain. Et voilà, et je suis désolé, je vais être obligé de vous laisser avec la frustration de ne pas pouvoir partager une bière et des pizzas avec vous, mais on se rencontrera dès que possible. Merci à vous et bonne séance. Je vous laisse la main, du coup, Arnaud, Loïc et Enguerrand. Ouais, donc bonjour à tous. Donc je suis Arnaud Lutellier. Je laisse Loïc, tu mets les slides du coup? Yes. Dans 2 petites secondes. Donc du coup, alors moi je vais commencer par vous présenter rapidement qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Et puis je laisserai Enguerrand et Loïc aller un petit peu plus loin sur des éléments plus pointus. Voilà. Donc moi je suis Arnaud Lutellier, je travaille chez SNCF Gare et Connexion, qui est la filiale de SNCF qui gère les 3000 gares de France. Et je m'occupe d'une équipe qui s'appelle Data and Customer Platform, donc qui gère la partie relations clients et la plateforme Big Data des gares. Et on a le bon goût d'être implanté sur le site de Nantes. Voilà, et pour autant, on gère toutes les gares de France. Alors, peut-être un petit mot sur la stratégie data de SNCF Gare et Connexion. Il faut que je prenne le contrôle. Mais j'ai pas le bouton. Ah si, prendre le contrôle. Voilà. Alors les intervenants, donc on est 3.
Donc moi, je viens de me présenter. Je laisserai Loïc et Enguerrand se présenter au moment où ils prendront la parole. Tous deux font partie de l'équipe de développement. Enguerrand sur plutôt des outils sur toute la partie pilotage de la plateforme, pilotage technique, conformité, règles de développement, et puis il fait aussi beaucoup de dev. Et Loïc plutôt sur les aspects data science. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on a une équipe d'une quinzaine de personnes sur Nantes qui gère sa plateforme, fait tous les développements. Et je fais de la data science pour Garay Connexion. Un petit mot peut-être sur l'histoire de la data chez Garay Connexion. C'est une histoire qui a commencé en 2014 avec sous un angle très orienté innovation, avec une conviction à l'origine, c'est que la data serait au cœur des process métiers. Alors on commençait à pressentir ça sur le marché et on s'est dit que chez nous, ce serait bien qu'on s'y intéresse assez rapidement et on a du coup assez tôt réfléchi à ces problématiques-là. Alors on a commencé tout petit, on a commencé avec une équipe de 1 ou 2 personnes, avec des outils très orientés statistiques, et puis on a fait grossir tout ça petit à petit sur des éléments techniques, sur des éléments aussi de gouvernance, et on est parti du principe qui tient toujours depuis 6 ans, c'est que la data n'a de valeur que si elle est partagée, et donc chez Garay Connexion, toute la data elle est disponible pour tout le monde. Sauf cas très particuliers, il y en a 2 qu'on exclut, qui vont un peu de soi, on n'a pas trop le choix, c'est toutes les données personnelles, donc tout ce qui de manière à être conforme GDPR, on a des données personnelles et on a des règles de sécurité particulières pour ces données personnelles, évidemment. Et puis la deuxième, c'est tout ce qui a trait au secret des affaires, puisqu'on a des données autour du chiffre d'affaires des commerces, des choses comme ça, que tout le monde n'a pas envie que nos partenaires en tout cas n'ont pas envie que ce soit partagé largement. Et donc toutes ces données-là sont partagées. Le reste est disponible pour tout le monde au sein de Garay Connexion et parfois plus largement, soit au travers de l'open data, soit au travers d'échanges avec nos partenaires. Partenaires, ça peut être des transporteurs par exemple. Donc SNCF Voyage, mais aussi Tello ou Deutsche Bahn. Au niveau technique, alors on a une petite particularité, c'est qu'on a notre propre plateforme, on n'a pas une plateforme groupe. Et pour simplifier les choses, on a décidé de travailler uniquement, à chaque fois que c'était possible, avec du plateforme as a service. Et pour l'instant, on y arrive. Donc, et ça marche plutôt très bien. On fait de la data science depuis quelques années, ouais, ça peut dire ça. Mais ce qu'on souhaite surtout, c'est avoir des choses qui soient industrielles, donc qui puissent fonctionner de manière efficace, manière robuste. Voilà, on ne fait pas des analyses au cas par cas, on construit vraiment des pipelines qui ont vocation à être industriels, à tourner tous les jours et à produire des résultats de manière fiable et sécurisée. Voilà, notre plateforme, je laisserai Enguerrand le détailler, mais globalement, on a 3 briques, un ADLS pour les données, du Databricks pour les traitements, et puis des Cognitive Services dans des cas particuliers. Et donc, une équipe pluridisciplinaire qui ensemble fait tout ça. Enguerrand, je te laisse peut-être rentrer un peu plus dans le détail. Je me permets juste de te couper un moment. Il semble que tout le monde ne voit pas forcément le contenu. Est-ce que tu peux recharger le contenu, s'il te plaît? Le PPT. Ouais. Alors, d'accord. Ok, bon, j'arrête le partage et je le remets. Je te laisse la parole, Enguerrand, tu continues? Ça marche. N'hésitez pas à dire dans le chat si vous avez des soucis, comme ça on pourra réagir plus vite. Il me semble qu'on était à peu près là. C'est ça? Oui, était là. Est-ce que c'est je prends le contrôle. Est-ce qu'il y a des soucis encore? Je prends le contrôle. Donc, on est une relativement petite équipe malgré le fait qu'on ait grandi depuis les débuts en 2014. Et du coup, on s'efforce de travailler en mode, avec des modes agiles pour être flexible, adaptable. On s'efforce d'aller vers les bonnes pratiques, vers le DevOps, même si je ne dirais pas qu'on est dans tous nos projets à l'heure actuelle déjà sur du DevOps. Mais on s'efforce d'aller vers ça. Et on s'efforce d'avoir une démarche industrielle et du coup, on conçoit dans notre équipe les flux de données, de la création de ces flux de données, de l'étude
pour leur récupération, pour définir leur contenu, jusqu'à leur consommation. On a plusieurs offres de services en interne chez Gare & Connexion. Donc voilà, on s'efforce de travailler la donnée vraiment de manière industrielle pour s'adapter aux besoins de nos partenaires et de nos clients internes. Alors, je passe. Donc voilà, on utilise des outils, donc voilà. On utilise des outils communs et reconnus. Donc, à l'heure actuelle, pour notre supervision, on prévoit de migrer vers, enfin, d'abord de faire un POC pour valider le bon fonctionnement, et puis d'aller vers des outils reconnus comme Datadog. Donc, ceux qui ont pu voir le meet-up déjà il y a quelques mois sur la plateforme d'analyse de données moderne, vont retrouver le schéma. Notre plateforme, elle reprend voilà, les outils PaaS les plus reconnus dans Azure. On utilise du Data Lake Gen 1 et Gen 2, Data Factory pour ordonnancer et pour faire un certain nombre de traitements, et pour la partie principale de transformation et les traitements principaux se font avec Databricks. Et voilà, on a une couche de services, de représentation avec du Power BI, du Toucan Toco, voilà, on a pas mal de cas d'usage selon les différents projets que l'on traite au sein du service data chez Gare & Connexion. Et je ne vais pas m'appesantir sur la plateforme, on va rentrer plus dans le vif du sujet. Je te laisse reprendre le contrôle, Loïc. Alors, du coup, peut-être un mot sur la problématique qu'on a essayé de résoudre. Donc, c'est un projet qui s'appelle ECO. Je pense que vous vous souvenez, il y a quelques années maintenant, on a eu de grosses difficultés liées à une coupure de courant en gare Montparnasse. Donc, et outre le fait que la gare a été bloquée pendant plusieurs jours, on a un peu cafouillé sur l'information voyageurs, et notamment on a envoyé des gens à Montparnasse quand les trains partaient d'Austerlitz et vice versa, et puis ça a changé au cours du temps et c'était assez mal vécu par tout le monde. Du coup, il y a un très gros focus qui a été mis de la part du ministère sur l'information voyageur, et un grand programme lancé au niveau du groupe. Les gares, évidemment, comme elles sont responsables d'afficher l'information voyageur, elles doivent y contribuer. Donc, on a fait des choses autour de l'affichage en gare, et il y avait un sujet qui était assez difficile, c'est les annonces sonores. C'est comment mesurer la qualité des annonces sonores. Alors, on a plusieurs types d'annonces sonores. On a des annonces sonores qui sont générées automatiquement, c'est la voix de Simone souvent. Et puis, on a des annonces sonores qui sont des prises de parole live des agents, notamment en situation perturbée. C'est celles-ci qui sont difficiles à analyser. Alors, on avait une demande du métier et un projet là, qui est en cours, d'enregistrer ces annonces, de permettre aux managers de les réécouter. Et puis, la première demande du métier, c'était faites-nous un outil simple et ergonomique et rapide surtout pour réécouter ces annonces. Donc, on leur a dit OK, il n'y a pas de souci, mais si vous voulez, avec de la data, on va pouvoir aller plus loin. On va pouvoir non seulement vous permettre de les réécouter, mais en plus, on va vous permettre de les textualiser, ce qui va vous permettre de savoir ce qu'il y a dedans avant de les réécouter, ce qui peut vous faire gagner du temps. Et puis en plus, on va essayer de vous mettre le doigt sur les annonces qui posent problème. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la quantité d'annonces qui est produite chaque jour, et notamment en Ile-de-France, quand vous avez des trains qui se succèdent régulièrement, elle est assez considérable. Et on avait des managers qui, quand ils ont commencé à réécouter les annonces, ils passaient 2 ou 3 jours par semaine, ce qui n'est pas super satisfaisant. Et donc, ce projet ECO a pour objectif non seulement de permettre de réécouter les annonces, mais de gagner du temps dans la réécoute pour aller mettre le doigt sur celles qui ne se conviennent pas et réécouter en priorité celles-ci pour les retravailler avec les agents qui prennent la parole. Hop, là, j'ai plus le contrôle. Si, c'est bon. Excusez-moi. Alors, comment ça marche? Alors, d'un point de vue macro, puis après, Loïc vous détaillera exactement comment ça fonctionne, mais globalement, on a positionné des enregistreurs dans les gares qui sont positionnés derrière les pupitres des gens qui prennent la parole. On enregistre tout ça, on le centralise dans notre big data. On utilise un outil de speech to text
qui va du coup les transformer en texte. Et ensuite, avec du machine learning, on va catégoriser ces annonces suivant un certain nombre de critères pour savoir si elles sont conformes aux règles qui sont données. Donc, il y a par exemple un débit qui est idéal quand même. Si on parle trop vite ou si on parle trop lentement, ce n'est pas satisfaisant. Il y a des mots à éviter parce qu'ils sont un peu anxiogènes. Donc, il y a des règles comme ça qui ont été édictées dans les prises de parole. Et puis, il y a des éléments à donner pour que l'information soit complète et permette au client de s'orienter autour de la situation perturbée. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a une situation perturbée, quel est le délai de résolution, quelles sont les solutions de contournement. Et on va essayer de déterminer si ces critères-là sont bien respectés. Je te laisse la parole, Loïc. Yes, merci Arnaud. Alors, si j'avais un petit slide sur la vue d'utilisateur, excusez-moi. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble, pas celui-là, mais celui-là. Donc, au final, on a un tableau de bord Power BI qui va permettre de réécouter tout ça. Et donc, qui donne quelques éléments. Donc, voilà, ça se présente ainsi. Et juste pour spoiler un peu, les premiers déploiements ont montré qu'on avait une qualité qui était vraiment pas terrible, mais le fait de l'avoir déployé, on a observé un gain assez important en qualité des annonces. Donc voilà, le produit a montré tout son intérêt et on voit que c'est vraiment un outil de travail au quotidien pour les managers pour faire progresser et que ça donne rapidement des résultats. Donc c'est vraiment intéressant. Je te laisse la parole, Loïc. Merci Arnaud. Je reprends le contrôle. Hop. C'est bon. Ouais, du coup, donc je suis Loïc. Je suis en gros le lead dev sur le projet d'analyse des annonces sonores. Et du coup, je vais présenter un peu les différentes briques techniques qui composent le projet. Donc, en fait, la toute première brique, c'est comment on passe d'un fichier audio qu'on reçoit qui est brut, qui est un fichier audio MP3 ou WAV par exemple, et comment on le transforme en fait en texte pour être lu plus vite que s'il était écouté, pour pouvoir l'analyser et ensuite faire pas mal de petites statistiques, faire du machine learning, du deep learning pour extraire des informations en fait sur ce texte. Donc notre plateforme, en fait, c'est du code Python qui est exécuté régulièrement, qui reçoit donc des fichiers audio et il faut les envoyer. Nous, ce qu'on a utilisé, en fait, c'est d'utiliser une solution speech to text, donc qui est la reconnaissance vocale en bon français. Donc d'utiliser une solution speech to text qui est hébergée dans le cloud et qui nous renvoie en fait le texte qu'on puisse utiliser sur une plateforme pour faire du machine learning, pour extraire des informations. Et donc tout le problème, en fait, c'est nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être assez précis dans la reconnaissance vocale. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de temps en temps des petites fautes d'orthographe, de conjugaison, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir vraiment tous les mots au bon endroit, au bon moment, pour pouvoir reconnaître le texte. Et du coup, on a comparé différentes solutions, parce qu'il y a différents fournisseurs de solutions speech to text qui sont plus ou moins précises, plus ou moins coûteuses, plus ou moins faciles à mettre en place, donc avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients. En fait, on avait commencé au tout début avec la solution de Google, en fait, Google qui propose un modèle en fait basique où on enfile des MP3 et ça nous renvoie en fait le texte. Alors cette solution de base, en fait, c'est intéressant pour des conversations en fait du vocabulaire courant. Ça comprend à peu près tous les mots classiques de la langue française. C'est assez simple à utiliser. Hein, c'est vraiment, voilà, on rajoute dans le code des lignes qui font qu'on envoie le fichier audio et on récupère le texte. Le problème, c'est que c'est un modèle de base, donc on peut pas trop le customiser et l'adapter à nos besoins, en fait. Par contre, Google après a mis en place un autre modèle auquel on peut spécifier un jargon. Et ça, dans notre cas, c'est extrêmement intéressant parce que les annonces que font les agents dans les gares, en fait, c'est pas du vocabulaire courant. Il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas de liste de courses, ça parle pas d'informatique, voilà, ça parle de train, ça parle de voie, ça parle de gare, ça parle de voyageurs. Et donc, c'est un jargon qui est... Si on arrive à faire une liste de notre jargon et qu'on l'envoie à Google, il peut reconnaître plus facilement les annonces et être beaucoup plus précis. Donc ça permet de spécifier en fait des mots complexes qui de base ne sont pas reconnus ou qui sont confondus avec d'autres mots plus courants en fait de la vie quotidienne. Par contre, ça demande un peu plus de travail en amont. Il faut analyser les annonces qu'on reçoit
et il faut préparer une liste de jargon qu'on fournit ensuite à Google, enfin au modèle. Et l'avantage, c'est que ça peut évoluer au fil du temps. Si on se rend compte que certaines annonces sont tout le temps mal textualisées, et ben en fait, il suffit de les identifier, d'identifier les mots techniques qui posent problème. Ça peut être un nom de gare, par exemple, qui n'est pas très connu. Et on peut rajouter ce nom de gare, par exemple, à notre jargon, et le modèle va évoluer. Donc voici un exemple de fichier qui peut être notre jargon. Donc ça peut être des noms de gare qui peuvent être confondus avec des mots de la vie courante. Ça peut être aussi des mots qui sont très utilisés dans les annonces, et ça peut être aussi des noms de marques, de sites web, de noms d'entreprises qui ne sont pas forcément de la vie courante. Voilà. Donc ça, c'était notre premier test, notre première évolution de Google de base vers un Google un peu plus orienté. Ensuite, on a voulu tester une autre solution qui est en fait le speech-to-text qui est fourni par Microsoft dans un cognitive service. Donc il y a un modèle de base, en fait, qui ressemble un peu au modèle de base de Google, qui est simple à utiliser. Pareil, pour la vie quotidienne, ça marche assez bien, ça reconnaît tous les mots courants. Et le problème, c'est que comme c'est un modèle de base un peu taille unique pour tout le monde, ça ne correspond pas forcément aux besoins spécifiques de chaque métier. Heureusement, il y a un modèle qui, cette fois-ci, on peut customiser. Et en fait, on peut le customiser d'une autre manière. En fait, on peut fournir une base d'apprentissage qui est composée en fait de différents fichiers audio et de la transcription exacte de ces fichiers audio. Et en fait, à partir de cette base d'apprentissage, le modèle s'entraîne et en fait peut s'adapter vraiment à notre cœur de métier. Donc en fait, là, ça permet de vraiment reconnaître des mots complexes. Ça demande par contre beaucoup de temps avant pour créer une base d'apprentissage et l'entraîner. Donc c'est assez long, mais une fois que c'est fait, par contre, c'est extrêmement efficace. Et ça peut évoluer au fil du temps aussi. Si on se rend compte que certaines annonces, pareil, sont mal textualisées, en fait, on peut remettre ces textualisations et réentraîner le modèle, et ça évolue au fil du temps, et au fil du temps, ça s'améliore. Voilà, une base d'apprentissage, ça ressemble à ça, c'est-à-dire que grossièrement, c'est un gros zip, où dedans, il y a plein de fichiers audio, et il y a toutes les transcriptions qui vont avec, et ça permet d'entraîner le modèle. Et là où c'est encore plus puissant que du jargon, c'est qu'en fait, le modèle qui est du machine learning est un peu opaque. Donc, je ne sais pas comment fonctionne le modèle acoustique ni le modèle de langage, mais il s'adapte à la construction des phrases. C'est-à-dire que si toutes les annonces commencent par « mesdames et messieurs », et bien forcément, quand il y a une nouvelle annonce qui va arriver, a priori, le « mesdames et messieurs » du début sera mieux reconnu. Donc on a testé en fait ces 4 modèles, Google de base, Google avec jargon, Microsoft de base, Microsoft entraîné, et parmi ces 4 modèles, en fait, nous on voulait celui qui était le plus performant. Et donc on a réalisé en fait un benchmark, Alors je vois dans le chat une question. N'hésitez pas à dire si vous ne voyez pas si ça évolue pas, parce que là j'arrive à la slide numéro 15, qui est la comparaison des solutions speech to text. Donc si jamais il y a un décalage, n'hésitez pas à lever le doigt et à le faire remarquer. Bon, très bien, ça a l'air de fonctionner. Donc la comparaison des 4 modèles pour retrouver le plus performant. Nous, ce qui nous intéresse en fait, c'est une métrique qui s'appelle le taux d'erreur en fait dans la reconnaissance vocale. Le taux d'erreur, en fait, typiquement, c'est en gros le pourcentage de fautes qu'un modèle trouve. Donc, en fait, le pire modèle globalement, c'est celui qui est en bleu clair, qui est le modèle de Google sans entraînement, en fait. Alors, je suis assez déçu, ça rend pas du tout comme je voulais. En gros, les chiffres exacts. Ah oui, alors je suis assez surpris. La façon dont ça est présenté dans Teams, c'est pas du tout représentatif de commencer dans le vrai PowerPoint. Donc, bon, je vais donner les chiffres à l'oral. Sinon, tu bascules sur ton PPT si tu l'as, autrement. Ouais, c'est lourd. Ouais, je vais faire ça. Si c'est plus confortable, n'hésite pas. Hein. On va faire un petit interlude musical. Hop, pendant que j'arrête de présenter et que je représente. Faut que je chante, c'est ça là?
Tu peux lancer une chorale à plusieurs sur Teams. C'est ça. On ne s'est pas synchronisé avant. S'il y en a qui se sentent l'âme de chanteur, n'hésitez pas. Hein. Alors, je vais présenter la fenêtre. Alors normalement, vous devez voir la fenêtre où je présente le modèle de Google. Oui, avec les jargons. Voilà, très bien. Et bien, on est reparti. Hop, donc ça, on a revu. Voilà, et donc là, on voit les scores. Donc en fait, c'est une barre à moustache. Nous, ce qui nous intéresse en gros, c'est... Est-ce que vous voyez un petit pointeur laser sur le bleu clair? Ouais, on le voit. Oui. Voilà, Oui. très bien. Donc nous, ce qui nous intéresse, en fait, typiquement, en général, c'est les statistiques et c'est de faire baisser ce taux d'erreur. En gros, plus il est proche de 0, plus le texte renvoyé par la solution est propre, en fait, et contient assez peu d'erreurs. Donc on voit qu'en fait, avec le modèle de Google de base, globalement, dans la boîte, on a des scores qui peuvent aller de 40% d'erreurs jusqu'à 18% d'erreurs. Mais en fait, on a même quelques annonces qui sont vraiment très très mal textualisées avec plus de 70% d'erreurs. Quand on fournit un jargon en fait, qu'on appelle aussi un contexte, les scores sont légèrement meilleurs. On voit que la moyenne diminue, on voit qu'il y a des annonces qui sont un peu mieux catégorisées. Mais globalement, on a toujours des annonces qui sont très très mal catégorisées. Et en fait, nous, ce qui nous embête aussi, c'est typiquement cet écart type. Ça veut dire que même si on peut avoir des bons scores à certains endroits, on a des très mauvais scores à d'autres endroits. Donc, ça veut dire qu'en production, on a un résultat qui n'est pas fiable, en fait. Certaines annonces sont bien catégorisées, mais d'autres annonces peuvent comporter plein d'erreurs et les utilisateurs, ils voient ces erreurs de temps en temps et donc ils ne peuvent pas faire confiance à la textualisation. Au contraire, le modèle gris, donc c'est le modèle Microsoft de base, en fait, sorti de la boîte, sans entraînement. Donc les scores sont légèrement meilleurs, mais en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a beaucoup plus de régularité, en tout cas. Si la moyenne n'est pas forcément meilleure, mais la boîte à moustache, elle est plus resserrée, ce qui fait qu'au moins les scores sont plus réguliers. C'est-à-dire que les utilisateurs s'attendent à ce qu'il y ait quelques mots qui soient faux dans toutes les annonces, mais ils le savent au moins. Ils savent à quoi s'attendre. Et le meilleur modèle, en fait, qui est celui qu'on utilise actuellement en production, en fait, c'est un modèle de Cognitive Service de Microsoft qui est entraîné sur la base d'apprentissage et donc c'est celui qui a vraiment la meilleure moyenne et le meilleur écart type aussi. C'est-à-dire qu'il a, dans le pire des cas, il y a 30% d'erreurs sur certaines annonces. Mais il y a même en fait certaines annonces qui sont 100% textualisées, c'est-à-dire sans aucune faute d'orthographe, ni de grammaire, ni rien du tout en fait. Donc ça, c'est assez appréciable. Et en fait, on pouvait s'y attendre un peu à ce résultat parce que ce modèle, c'est celui qui bénéficie du meilleur entraînement parce que on lui fournit les fichiers audio qu'on utilise, on lui fournit la transcription, les mots dans le bon ordre, contrairement à un jargon qui est juste des mots dans le désordre. Donc c'est ce modèle qu'on utilise en production. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on a expérimenté en fait pour trouver la meilleure solution speech to text. Voilà. Une fois qu'on a en fait ces données textuelles, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'extraire des informations à partir du texte. Parce que extraire le texte, c'est la première brique, ça permet aux utilisateurs de pouvoir visualiser les annonces plus rapidement. Et ensuite, on va essayer d'extraire des informations. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise du machine learning pour extraire... je dessine sur mon... D'accord. Donc pour extraire à partir du texte, on va utiliser différents modèles pour déterminer des informations. Typiquement, la catégorie d'une annonce. Est-ce que c'est une situation normale ou est-ce que c'est une situation qui est perturbée? Un humain, il peut le reconnaître facilement, mais nous, notre but, c'est de le faire automatiquement. Est-ce que l'information comporte par exemple une accroche qui est bonjour, madame, monsieur, et ainsi de suite? Est-ce que cette annonce concerne oui ou non un ralentissement? Est-ce que l'agent explique le motif du problème? Est-ce qu'il explique une solution qui permet de contourner le problème, et ainsi de suite? Ça permet de mettre le doigt sur des annonces qui ne sont pas correctes, en fait, typiquement. S'il n'y a jamais d'accroche ou s'il n'y a jamais le motif d'un problème, ça permet d'identifier la solution et d'essayer d'améliorer l'information voyageur. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est ces modèles. Alors, 2 petites secondes.
J'ai l'impression. Alors, il y a une question. Bon, on répondra, je pense, à toutes ces questions à la fin. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est ces modèles. Et du coup, on utilise pas mal de modèles différents. On utilise, par exemple, des machines à support de vecteurs, du Bayes naïf, mais aussi des modèles de deep learning qui sont bien plus complexes, tels que des modèles BERT, en fait, et Flaubert, qui est adapté à du français. Alors, pour le machine learning, nous, on est dans un cadre d'apprentissage supervisé qui se déroule en fait en plusieurs étapes, et au cours de toutes ces étapes, en fait, on utilise beaucoup de services d'Azure. En fait, la première étape, en fait, c'est vraiment créer la base d'apprentissage pour identifier les exemples qui vont nous servir à apprendre, à entraîner nos modèles. Ensuite, on entraîne ces modèles, on sauvegarde ces modèles ensuite en production. Et au cours de toutes ces étapes, en fait, on utilise différentes briques d'Azure. On entraîne nos modèles en fait avec du code Python qui est hébergé sur des notebooks dans Databricks. MLflow nous permet aussi de sauvegarder et d'identifier les meilleurs paramètres pour un modèle. Typiquement, bon, pour ceux qui font un peu de machine learning, un SVM, il a besoin de certains paramètres, on peut les optimiser. Et en fait, avec MLflow, ça nous permet d'optimiser vraiment bien nos modèles. Ensuite, nos modèles ils sont sauvegardés en fait dans un espace de stockage qui est un data lake d'Azure pour être ensuite utilisés en production dans des pipelines qui sont lancés en fait dans Azure Data Factory. Voilà. Et la dernière brique en fait du traitement, une fois qu'on a textualisé les annonces et qu'on a extrait les informations, en fait, il s'agit de fournir ces données aux utilisateurs pour être utilisées dans un tableau de bord. Et donc ces données utilisateurs, au début, donc on reçoit, je reprends un peu la brique, hein, on reçoit donc des annonces sonores brutes qui sont analysées. Tout ce qui est un peu textuel et métadonnées, donc les transcriptions, le texte, les données clés et les métadonnées sont enregistrées dans une base de données SQL Server. Et les annonces sonores retouchées, en fait, sont stockées sous la forme de MP3 dans notre data lake. Et en fait, ces deux types de données, c'est-à-dire les données un peu textuelles numériques et les données qu'on appelle binaires, qui sont donc du son, vont être utilisées en fait dans un tableau de bord. Donc qui est un Power BI. Donc ce tableau de bord permet de réécouter les annonces, de visualiser le détail de chaque annonce, c'est-à-dire la catégorie, le débit, la durée de l'annonce, est-ce que ça concerne un ralentissement, un retard, une interruption du trafic, est-ce que l'annonce comporte oui ou non une amorce, pardon. Et donc ça permet ensuite de visualiser des points d'intérêt, c'est-à-dire l'évolution du taux d'annonce conforme suivant les gares, suivant la durée, et ainsi de suite. Voilà, là j'ai identifié, enfin j'ai présenté les trois grosses briques de notre traitement. Voilà, si vous voulez, on peut passer à une partie de questions, de débats, et voilà, je voulais vous remercier pour votre attention. Merci à toi, à vous, Loïc, Audran et Arnaud. On avait, si je peux me permettre, on avait une question tout à l'heure de Régis qui demandait au bout de combien de temps et d'annonces analysées, l'apprentissage a permis de restituer un résultat significatif. Tout à fait. Alors, si j'ai bien compris ta question, Régis, ça concerne en fait la taille de la base d'apprentissage. Nous, en fait, on a une base d'apprentissage qui dure environ 1 heure et qui est composée d'annonces qui durent un peu moins de 1 minute. Voilà, on est de l'ordre de grandeur de 1 heure. Donc, ce qui est assez peu, finalement, en fait, pour faire du speech to text. Et en fait, c'est que c'est assez peu, mais c'est suffisant. Parce que notre jeu de données est très très orienté. En fait, c'est des annonces qui ont tout le temps la même structure, qui ont souvent un vocabulaire assez précis. Et en plus, les agents, quand ils parlent en gare, leur but, c'est de bien se faire comprendre. On ne parle pas d'une solution type OK Siri ou Cortana où des gens parlent un peu vite avec un vocabulaire qui est assez précis, enfin qui est assez justement divers. Nous, c'est des gens qui ont voilà, tout le temps la même structure d'annonce, tout le temps le même vocabulaire.
Et donc 1 heure, ça suffit pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça suffit pour avoir déjà un modèle qui est entraîné. Et alors je vais revenir en arrière. Hop, ça suffit d'avoir un modèle là qui justement a des très très bons scores en fait. Voilà, ça c'est la différence entre le modèle de base qui est en gris et le modèle orange qui est le modèle entraîné qui est en orange, pardon, c'est quelques heures de données, tout simplement. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Je ne sais pas si ça en amène d'autres. Si. Et le modèle il continue de s'améliorer du coup? Tout à fait. Ça c'est l'avantage, c'est que quand on a quand on remarque des erreurs, en fait, je sais pas, typiquement, un nom de gare qui est tout le temps mal textualisé, ou des annonces où il y a tout le temps des mots qui sont problématiques, en fait, on peut isoler ces annonces et les fournir au modèle entraîné pour qu'il se réentraîne en fait avec des corrections et le modèle peut s'entraîner, et ainsi de suite, et permet de s'améliorer tout le temps. Donc ça prend un petit peu de temps. Ça demande aussi une bonne coordination pour identifier les problèmes et les corriger, mais ça permet de l'améliorer tout le temps en continu au fil du projet. Donc ça veut dire que le taux d'erreur il peut encore baisser d'ici la fin de l'année, par exemple. Exactement. Et là, vous avez une vision de une cible éventuelle ou ça déjà le modèle répond amplement à votre besoin? Alors le modèle répond déjà bien aux besoins, parce qu'en fait le but c'est de pouvoir, c'est surtout de pouvoir accélérer le travail des utilisateurs. Donc de pouvoir visualiser un peu le corps d'une annonce, de voir si c'est une annonce qui est longue ou courte, qui parle d'un problème dans telle gare, de tel type de problème. Donc là on est un peu au-dessus de 10% d'erreurs. Mais ça veut dire qu'il y a, on peut très facilement identifier voilà, le contenu d'une annonce. Il y a quelquefois des fautes de grammaire, quelquefois un mot qui va manquer ou un mot qui est mal orthographié. Mais en pratique, ça nous suffit largement. Et je pense que ce serait confort si on pouvait passer sous 10%, mais l'objectif est déjà très suffisant actuellement. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais, je vois. Alors, une question, donc, ça demande on demande si MLflow optimise les hyperparamètres. Alors, MLflow n'optimise pas directement les hyperparamètres. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on spécifie, nous, dans notre code, les hyperparamètres. Alors, je vais réutiliser le contexte, parce que tout le monde n'est pas forcément data scientist. Pardon. Donc, les hyperparamètres, en fait, ça permet, c'est des paramètres qu'on spécifie à un modèle de machine learning qui permet ensuite d'avoir plus ou moins des bons scores, en gros. Et le but d'un data scientist, en gros, c'est d'identifier un peu ces paramètres et pour avoir un modèle le plus efficace possible, le plus précis possible. Et avec MLflow, en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on log les hyperparamètres utilisés et le score obtenu. Et en fait, ça permet de servir de carnet de bord pour un data scientist plutôt que de marquer soit sur un carnet, soit dans un petit fichier texte perdu. Ça permet de garder l'historique des hyperparamètres qu'on a déjà testés et leur score. Donc, MLflow n'optimise pas directement les hyperparamètres. MLflow permet de servir de carnet de bord pour un travail de recherche. C'est le data scientist qui spécifie les hyperparamètres à utiliser et qui appelle des fonctions d'optimisation. Voilà. J'espère que ça répond à la question. N'hésitez pas à prendre le micro, ceux qui ont des questions, ça peut être plus sympa. Bien, ça a l'air d'avoir été très clair alors. Il semble, oui. Il semblerait. Nous avons 10 minutes d'avance sur le timing, donc s'il y a d'autres questions, on peut les prendre. Sinon, on a annoncé la date approximative du prochain meet-up en septembre. C'est ça. Alors la date n'est pas encore arrêtée. Mais voilà, c'est septembre. Ceux qui ont des sujets qu'ils souhaitent aborder, des speakers qui veulent se lancer, n'hésitez surtout pas. Les portes sont ouvertes et c'est hyper facile.
Ouais, sur le sujet du jour, donc si vous souhaitez creuser la question avec nos intervenants, n'oubliez pas que vous pouvez nous contacter ou les contacter directement via le mail qui a été présenté ou les réseaux type LinkedIn. Donc je pense qu'ils se feront un honneur de répondre à vos questionnements, voire à vous accompagner sur l'implémentation directement. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, la session est enregistrée. Apparemment, certains ont eu un défaut d'affichage en début, comme moi, donc j'espère que ce sera présent sur le replay, mais a priori, Ludovic a enregistré de son côté aussi, donc on verra. Effectivement, bon, ce sera bon. Et puis, pour revenir au prochain meet-up, on verra en fonction des recommandations si on peut repartir sur du regroupement de personnes, hein, puisque vous le savez, le contexte fait que potentiellement nous pourrons retourner dans les labs, mais de là à faire du regroupement d'une vingtaine, trentaine, voire 40 personnes parfois sur les meet-up, c'est autre chose. En tout cas, merci à tous. Est-ce que nos intervenants veulent dire un dernier mot ou il y a une dernière question sur un replay ou PPT. Le replay, du coup, serait sur YouTube et il y aura les slides avec. Moi, je peux envoyer les slides. Ouais. Alors, je me propose de relayer. Ouais, effectivement, comme je disais, il y a le YouTube, donc après la vidéo, je la mettrai dessus. Après, pour les PPT, moi, ce que je fais en général, c'est que je les centralise, je les héberge sur OneDrive, bien sûr, et je le mets également en dessous, en fait, la vidéo en lien. Donc, je communique après la vidéo, notamment auprès de toute la communauté Meetup. Donc, il n'y a pas de souci. Après, si vous avez des questions, après, il y a, comme disait Audran, 1001 manières de se contacter, par mail, même par les discussions Meetup. Mais oui, il y aura un replay et PPT. Et n'hésitez pas à embêter Loïc, Enguerrand et Arnaud si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Je serais très heureux de répondre à vos questions. Merci du coup à tous ceux qui ont posé des questions. J'espère avoir été le plus clair possible dans la présentation et dans les réponses. C'était très clair. Merci à tous. Merci Loïc, merci Enguerrand, merci Ludovic. Merci à toi, Audran. À bientôt. On vous souhaite un bon été pour ceux qu'on ne revoit pas. Pour ceux qui sont intéressés par d'autres sujets sur toutes les solutions qu'on présente dans les Microsoft Lab, vous avez le site, vous tapez lab.microsoft.fr et vous tombez sur l'adresse du lab. Voilà à tous, merci, bonne journée à vous et à, j'allais dire l'année prochaine, c'est la nouvelle fiscale Microsoft, donc pour nous c'est l'année prochaine déjà. Effectivement. Merci à tous, bonne journée. Et puis, bon appétit. Au revoir. Bonne fin de journée, merci à vous.